Il y a 2 semaines, c'était le SIDAction. Eh bien, nous, chez Inspire-moi si tu peux, en tout cas au Late, on a décidé de le faire un peu plus tard et vous allez comprendre pourquoi avec notre invité ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Nico, alias Super Zero. C'est moi? Ah, non. C'est toi. C'est Ça va. Installe-toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, je le disais, c'était le SIDAction il y a 2 semaines. On a décidé de prendre un petit peu de recul justement sur le SIDAction parce que s'il a été nécessaire au départ, s'il est important dans la recherche contre le sida, contre le VIH, il a aussi ses limites et on va en parler justement ensemble. Toi, tu en parles beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Tu es très suivi et tu intéresses beaucoup parce que justement, c'est un discours un peu différent de celui qu'on entend d'habitude. Pourquoi tu parles différemment des associations traditionnelles? Alors déjà parce que je ne suis pas une asso. Oui. Et tu sais, depuis 2 ans et demi, bon, j'ai plusieurs fois été amené à échanger avec des assos. Et je crois qu'il m'a fallu 2 ans pour le comprendre, parce que souvent, le retour que j'avais, c'est « mais on ne comprend pas ce que tu fais. On comprend pas, enfin, explique-nous ce que tu veux faire, on ne comprend pas ». Et j'ai mis 2 ans à comprendre que mais c'est parce que je ne cherche pas quelque chose Il en n'y a pas d'attente particulier. particulière. Parce que contrairement à une association où tu as une démarche en amont, où il faut faire une analyse, il faut faire une recherche de terrain, et en fait, il faut faire des propositions et après des mises en place. Les réseaux sociaux, c'est pas pareil. C'est-à-dire que déjà tu as l'algorithme, tu as une communauté, et les choses, elles se font ou elles se font pas en fonction de la communauté. C'est-à-dire que c'est du phénomène, enfin c'est de l'instantané, tu vois. Et c'est en ça que je comprenais pas en me disant mais quel est ton objectif? Mais moi j'en sais rien, c'est les gens qui me suivent, qui décident la direction et qui décident comment est-ce que je traite les sujets. Mais justement, pourquoi tu parles sur les réseaux sociaux? Toi, tu te dis PVIH. PVVIH, bon, PVVIH, ouais. c'est un terme qui existe déjà, c'est personnes vivant avec le VIH, parce qu'en réalité, séropositif, c'est juste le résultat d'une sérologie. Donc, on Ça n'est veut pas plus des. rien, en fait. Si, enfin, je suis séropositif au VIH, mais je ne suis pas. Enfin, après, on peut dire que je suis séropo, mais bon, le Mais terme personne exact, vivant c'est avec personne le vivant VIH, ouais. c'est aussi différent de dire j'ai le sida. Parce Oui. que quand on est traité, quand on suit le traitement, on n'a plus le sida en fait. On est toujours porteur du VIH, du virus, mais on n'a plus le sida. Mais tu as des personnes qui l'ont jamais eu aussi. Tu as une personne sur 3 en moyenne qui est diagnostiquée en phase sida en France. Bon, pour qu'on comprenne bien, VIH, sida, éclaircis un peu tout ça, s'il te plaît, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne comprennent pas la différence entre le virus et puis le syndrome d'immunodéficience. Le VIH, c'est le nom du virus. Quelqu'un qui a le VIH, qui est dépisté, il est séropositif au VIH, parce que son résultat de sa sérologie est positif. Le VIH, il n'est pas traité, il va attaquer le système immunitaire, qui va induire à un moment une immunodéficience, et il y a des maladies opportunistes à ce moment-là qui vont en profiter pour s'installer. Et c'est ça qu'on appelle la phase sida, c'est à ce moment-là. Et qui peut prendre une huitaine d'années. En moyenne, ça prend 8 ans pour s'installer le sida si ce n'est pas traité. Mais c'est une moyenne, ça peut être 5 ans, ça peut être 15 ans. Mais tu as plein de personnes aussi qui sont dépistées avant la phase sida et du coup ne développeront jamais le sida. Et, petite parenthèse, on ne dit pas sidaïque. Sidaïque, c'est un terme qui a été inventé par Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il voulait nous enfermer dans des sidatoriums, c'était vachement chouette. Et au même moment où tu avais le médecin suisse, je ne sais pas si tu as déjà vu ça en 90, le médecin qui voulait nous tatouer et nous. Ça avait déjà été fait pour d'autres personnes, mais ouais, c'est un peu. Voilà, et où il disait dans ce reportage, il disait ah non mais il faut pas confondre avec le tatouage. C'était assez dingue. Mais on parle de personnes sidéennes, mais voilà. Mais de toute façon, le sida est finalement, en France évidemment, pas dans le monde, hein, mais en France assez rare. La forme du sida. Je crois qu'en moyenne, il y a entre 100 et 200 morts du sida par an, mais c'est compliqué parce que tu as aussi, t'as aussi ce qu'on appelle des suicides longs. Tu as des personnes qui, à force d'être discriminées et d'être isolées, parfois arrêtent de prendre leur traitement pour se laisser mourir. Puis tu as aussi, moi j'ai malheureusement connu plusieurs personnes en France qui se sont suicidées, donc je sais pas vraiment, tu vois, ces chiffres de quoi est-ce qu'on parle quand on parle entre 100 et 200 morts du sida. Et justement, en fait, le discours, il est assez complexe parce que de dire qu'on ne meurt plus ou peu du sida, ça veut presque dire c'est pas grave. Et en même temps, en fait, la difficulté, elle se pose là, c'est de dire est-ce qu'on continue de faire de la prévention sur le sida comme on la faisait il y a 30 ou 40 ans, ou est-ce que justement on essaie de passer au-delà pour éviter de discriminer les gens qui sont porteurs du VIH? Étant donné qu'on meurt à cause de la discrimination, c'est-à-dire que déjà, ce qui est ahurissant, et on continue à faire avec le VIH, c'est que la peur, elle n'a jamais rien résolu. C'est pas par la peur qu'on arrive à s'informer et que la plupart des gens qui font pas de dépistage, c'est par peur. C'est par une angoisse terrible de croire que si tu as le VIH, tu vas crever, et bien autant préférer pas le savoir et continuer sa vie, quoi. Mais c'est un peu comme si c'était passé avec le cancer du sein. Pourquoi est-ce qu'on a eu une augmentation des dépistages ces derniers temps? C'est qu'on a fait une campagne, on a montré des gens qui avaient des cancers du sein, c'est tout. Enfin, c'est aussi con, quoi. Et à un moment, c'est complètement incohérent de vouloir gérer une épidémie
Déjà en disant que l'objectif c'est de l'arrêter. Je trouve ça très prétentieux parce qu'avec le Covid, on a peut-être mis 2 ans à le comprendre, mais on a commencé à arrêter de dire il faut arrêter l'épidémie, on a commencé à dire il faut apprendre à vivre avec. 40 ans de VIH, on n'en est toujours pas là. On est toujours avec on va arrêter l'épidémie alors c'était 2000, après 2010, 2020, 2030, 2040, voilà, ça change à chaque fois, alors que nous on n'existe toujours pas. Donc tu dis, je comprends. Et vous êtes très peu visible en fait dans la prévention. Quand on regarde un peu, on parlait de SIDAction tout à l'heure, quand on regarde les 15 dernières années de prévention de SIDA et de cette période de 4 jours à la télévision, c'est rarement des personnes qui ont le VIH qu'on voit à la télévision. On voit les présentateurs qui vont jouer à Qui veut gagner des millions, on va peut-être le faire aussi tout à l'heure. Mais voilà, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec le VIH, qui prennent la parole, qui occupent le terrain pendant 4 jours, alors qui appellent aux dons évidemment, mais qui finalement sont très éloignés de la réalité de cette infection. Et finalement, est-ce que ça explique pas que les gens n'y comprennent plus rien en fait? Je pense comme le Téléthon, c'est-à-dire que parfois on peut avoir une manière préventive qui peut facilement aussi alimenter des biais discriminants. Et le problème de toute manière, c'est les plaidoyers. Tu vois ce qui s'est passé avec Charles André. Si on reprend le début de l'épidémie du sida, qu'est-ce qui fait en fait que les gens s'y intéressent et qu'est-ce qui fait que les médias s'y intéressent? C'est Rock Hudson, c'est Rock Hudson, c'est Queen. Et tant que tu n'as pas de célébrités qui sont touchées, qui vont me permettre d'incarner en disant merde putain c'est réel, ça existe vraiment, en fait tu n'avances pas. Et depuis 30 ans. J'ai une question qui me vient justement. Quand on parle du cancer, si on prend Angelina Jolie par exemple aux États-Unis sur le cancer du sein, elle a fait beaucoup avancer les choses. Est-ce que la différence avec le VIH ou le sida, c'est pas la culpabilité d'avoir la maladie? Un cancer, on imagine que ça arrive, peut-être pas celui du fumeur, mais un petit peu à n'importe qui et c'est atroce. Alors que le sida, on a tendance à responsabiliser la personne qui l'a en disant si tu avais fait plus attention, tu ne l'aurais pas eu. Je pense qu'on l'a sur toutes les pathologies, affections qui sont tabous et le cancer en fait partie aussi. Là où c'est très incarné avec l'histoire du VIH-Sida, c'est qu'on ne l'a jamais compensé et qu'on n'a jamais eu un autre discours que celui-là et que même quand on a trouvé les traitements efficaces, même les assos, même les médias disaient voilà, faut pas trop faire gaffe, faudrait pas banaliser. Et c'est quand même ultra violent de dire qu'il ne faudrait pas banaliser une bonne nouvelle. Faut pas, et c'est dingue parce que moi des fois je parle avec des médecins qui ont ce discours de ne faut pas banaliser. Je dis déjà on ne parle pas de banalisation mais on parle de normalisation. Et ce n'est pas le VIH qu'on normalise mais c'est les personnes vivant avec le VIH. Ça n'a rien à voir. Parce que normaliser ou banaliser un virus ça ne veut rien dire. Si par contre on parle de banaliser l'accès à l'information, oui, je préférerais normaliser l'accès. Mais c'est ça qui est assez tendu, c'est qu'on veut en même temps dire la vérité mais pas vraiment, mais on veut quand même continuer à se moquer des jeunes en disant qu'ils connaissent rien. Tu as une sorte de tension générationnelle avec deux discours qui ne se parlent plus. Et je t'assure, sur les réseaux sociaux, avec les jeunes, moi j'ai pas de problème. Les jeunes, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus dans la compréhension, beaucoup plus dans l'écoute. J'ai plein de personnes âgées qui, quand je donne l'information, c'est tu banalises, les gens vont faire n'importe quoi. Alors moi ce que je kiffe, c'est que ces personnes-là, je leur dis tu peux m'expliquer la différence SIDA et VIH? Tu n'as plus personne. Tu leur demandes, tu sais ce que c'est un Cégide? Il n'y a plus personne. Tu demandes, tu sais ce que c'est la PrEP, le TASP, le TPE? Il n'y a plus personne. Tu demandes, c'est quand on a un dépistage? Il n'y a plus personne. Donc c'est cette grande hypocrisie où il faut toujours viser les jeunes, c'est la faute des jeunes, il faut des moyens pour informer les jeunes. Voilà, ça me gonfle un peu. Parce que souvent, ce n'est pas ceux qui sont les moins au courant. Mais force est de constater qu'il y a quand même des chiffres alarmants et qu'on se rend compte que, et on parlait de discrimination tout à l'heure, ça en vient aussi de là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, par exemple, boire dans une tasse, il y a des gens en France qui pensent que si je bois dans la même tasse que toi après, je peux attraper le virus du sida. Donc, quelque part, il y a encore de la communication à faire. Oui, mais on n'a jamais dit l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas… si tu veux, avec les jeunes que j'ai sur les réseaux, la question de la transmission du VIH par la salive, elle passe aussi par le tabou autour de la fellation. Et que tu as toujours la question où la personne va creuser et chercher à comprendre et du coup parfois arriver à des mauvaises conclusions. C'est pas parce qu'elle n'est pas informée, c'est parce qu'elle cherche à s'informer et qu'elle réfléchit comme elle peut. Et elle va se dire, et je te jure, je l'ai constamment, mais oui, mais si j'ai un NAF qui a un peu de sang dans la salive et que la personne elle a quelque chose qui se coupe et qui fait que… Donc je trouve pas ça incohérent d'en arriver parfois à cette conclusion si tu n'as pas les informations suffisantes pour savoir que ce n'est pas le cas. Mais la réalité, et tu le dis beaucoup toi sur tes réseaux notamment, et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, une personne qui a le VIH, qui le sait, qui est traitée, est moins dangereuse que quelqu'un qui n'en sait rien. Elle n'est même pas moins dangereuse, elle n'est pas dangereuse. Alors ça, je vais faire ce travail. Je pense que pour la plupart, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des séropositifs, des séronégatifs. C'est ce qu'on nous a toujours expliqué. Il y a des gens qui ont le VIH, des gens qui n'ont pas le VIH, et forcément, c'est des gens qui ont le VIH qui transmettent à des gens qui ne l'ont pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est faux. Ce qui se passe, c'est que tu as des personnes qui sont dépistées et des personnes qui ne sont pas dépistées. Et des transmissions se font quand tu n'es pas dépisté. Parce qu'en réalité, une personne qui est PV-VIH, une personne séropositive, ce n'est pas juste quelqu'un qui a le VIH.
c'est quelqu'un qui a le VIH, qui est dépisté et qui est traité. Et qui ne peut plus le donner. Et en fait, c'est nous qui arrêtons l'épidémie. C'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est que quand on devrait presque, si tu veux, être les héros, c'est pour ça que je m'appelle Super Séro aussi, et que c'est l'image que je veux envoyer des personnes séropositives, c'est que c'est les héros de l'épidémie. Les seules personnes qui sont capables d'arrêter l'épidémie, c'est nous. Parce que nous, on est dépistés, et on a brisé les chaînes de transmission. Et du coup, c'est compliqué d'expliquer aux autres, tant vous essayez de nous accuser, en fait, en réalité, vous essayez de vous décharger de cette peur du dépistage, qu'on appelle la séro-ignorance. Ouais. Et tu parles d'accusation, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la difficulté aussi, elle se pose dans le moment où après, il faut le dire. Parce que si on a une relation, par exemple, et qu'on tombe amoureux, et que c'est réciproque, la difficulté, ça va être de choisir le moment où on l'annonce. Enfin, on peut facilement imaginer qu'en le disant dès le premier jour, ça puisse faire fuir l'autre. Et en même temps, si on attend une semaine, c'est pire quand même. En fait, quoi qu'on fasse, c'est la merde. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et c'est pour ça que moi, c'est l'un des sujets qui, je pense, le plus important, c'est de parler de cette notion de liberté et de choix, et de le réassocier en fait au coming out. Ouais. De toute façon, c'est un coming out, parce que la question de je dois le dire, elle est ultra violente, parce que elle vient souvent de la pression sociale, alors qu'elle devrait venir c'est pas que je dois le dire, c'est j'ai envie d'en parler. Et j'ai envie de dire à la personne que j'aime ou avec qui j'ai envie de m'installer, j'ai envie de lui partager ça avec elle. Et cette question-là, on l'a même pas. La pression sociale est tellement dense qu'elle est bouffée par est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, et comment ça va se gérer. Mais effectivement, soit tu en parles pas au début, la personne peut finir par l'apprendre ou pas d'ailleurs, soit par toi, soit par quelqu'un d'autre, et puis alors là ça peut être un enfer, parce que la personne elle peut mal le prendre, elle peut se casser, elle peut le répéter à tout le monde, ça va se déformer. Et jusqu'à des gens qui même accusent de tentative de meurtre. Ah ouais, on devient le sidaïque, meurtrier, assassin, et même dans le cas où on en parle en début de relation, je te donne la situation parfaite, qui semblerait parfaite, on se dit bah tu vois, ça peut être top. Je rencontre quelqu'un, je suis en couple, mais je rencontre quelqu'un, je suis célibataire, on va supposer, ouais. J'aime mon copain, et je lui premier café, deuxième café, troisième café, je lui dis que je suis séropositif, la personne réagit bien, elle n'est pas trop informée, mais elle passe le cap, elle accepte les informations, elle n'a pas trop peur, ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire comme quasiment tout le monde va faire, c'est qu'elle va chercher à s'informer, et elle va en parler à ses potes, ou à sa famille, ou à ses collègues. Elle va dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il me plaît vachement, mais il a le VIH, je sais pas trop quoi. Et là, tu as la réaction des potes, qui est beaucoup moins sympathique, parce que beaucoup plus dans la méfiance, beaucoup plus à vouloir protéger son ami. Ils n'ont pas eu le crush aussi, tout simplement. Donc ouais, et puis ils ne sont pas dans le truc. Donc du coup, ils vont déjà mettre une première alerte. Mais supposons que la personne, elle arrive à passer le cap. Génial, super, elle passe le cap. On est ensemble, au bout de 2-3 mois, on fait un premier apéro, je rencontre ses potes. Moi, je vois que ses potes le savent. Parce que je vois leur réaction, je vois leur regard, je vois enfin, sur un verre, etc., tu le sens. Mais supposons qu'on arrive à passer le cap, ça fonctionne plus ou moins bien, et supposons maintenant qu'au bout de 6 mois ou 8 mois de relation, y a un clash et on se sépare. Et là, c'est le début de l'enfer, parce que même si mon ex, à ce moment-là, a la bonne réaction et ne fait pas comme la plupart des Français à traiter ses ex comme des trous du cul, parce qu'on a quand même cette culture en France où l'ex est forcément une grosse conne ou un gros connard. Mais là, les potes, ils vont partir en vrille, parce que c'est l'ex-connard sidaïque de merde, et d'un coup, là, ça va se diffuser énormément, et puis tu peux te retrouver, je sais pas, quelques semaines plus tard, tu es dans un bar, tu rencontres quelqu'un, et puis tu as « Ah, fais gaffe, lui, il a le sida ». Enfin, voilà. Et c'est un enfer. J'ai des potes qui ont été obligés de déménager à cause de la sérophobie que ça a développé. Et sur les réseaux sociaux, ce qu'on découvre aussi, malheureusement, c'est que dans les messages que tu reçois, il y a des gens qui sont en réelle détresse, et on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui vont même jusqu'à se suicider. Je crois que j'ai arrêté de compter à 15, et puis je suis beaucoup plus distant maintenant, parce que psychologiquement, j'y arrive plus, donc j'essaie de mettre un peu de distance avec tout ça. Mais j'ai eu 2 meurtres, pas en France, un qui a été... retrouvé mort dans son appartement et égorgé et écrit salpédétidaïque avec son sang sur le mur. Et ce qui est quand même dingue, du coup, d'avoir touché son sang. Et un autre qui a été accroché à une bagnole et qui a été traîné en fait, sur le bitume, qui a été laissé pour mort. Et après, la dernière vraiment qui m'a le plus marqué, parce que c'était une abonnée proche, et après j'ai été proche aussi avec sa sœur, elle devait avoir 19 ans, je crois. Elle a pris sa séropositivité, elle en parle à son crush, l'information remonte jusqu'à sa mère. Et puis en fait, sa mère n'ose plus toucher sa fille, elle passe ses journées à nettoyer tout ce qu'elle touche à la javel, elle touche plus sa fille. Et en fait, elle s'est suicidée 2 mois plus tard, on l'a retrouvée morte avec une lettre de suicide. Mais c'est ce que je trouve dingue, c'est de me rendre compte qu'avec la visibilité que j'ai, où je pense que je suis l'une des personnes séropositives les plus visibles en France,
j'ai quand même la chance d'être un homme blanc. Je ne sais pas si c'est très joliment dit comme ça, mais je pense que c'est une chance. Et je me dis que malgré le fait d'être un homme, d'être blanc, d'être séropositif, d'avoir une visibilité dingue sur les réseaux sociaux, d'être, si tu veux, pas en situation de précarité ou pas en situation, tu vois, où j'ai accumulé du racisme ou quoi. Je suis quand même dans la meilleure des positions qui soit pour être aidé. Bah, je n'ai pas aidé. Et comment est-ce que je peux, dans cette position, comprendre que je n'ai pas d'aide venant des associations, que je n'ai pas d'accompagnement. Et ce que j'ai demandé en 3 ans, ce n'est pas de l'argent. Ce que j'ai demandé, c'est de l'aide psychologique, c'est des relais, c'est des formations pour les crises suicidaires, c'est des outils pour pouvoir rediriger ces personnes-là vers ces associations-là. Et la plupart du temps, soit les assos me disent qu'elles n'ont pas les moyens ou qu'elles n'ont pas le temps ou qu'elles n'ont pas les... Tout en me disant qu'il se passe plein de choses et qu'il existe plein de choses, mais je ne sais pas quoi. Et alors de temps en temps, j'arrive à trouver quelqu'un qui accepte de m'aider. Et c'est souvent des bénévoles qui sont en fait débordés et qui font comme ils peuvent, mais j'en ai 2. Ouais. Bon, je te le disais, on a préparé une petite surprise pour après. On va faire un qui veut gagner des neurones cette fois-ci pour parler un petit peu de tous ces sujets, notamment du sondage de l'IFOP qui est sorti récemment. Mais avant de clôturer, on parlait là des réseaux sociaux. Il y a énormément de haine en ligne sur les réseaux sociaux. Toi, tu es évidemment en tête de gondole. Ouais. Tu peux nous en parler, mais il y a pire que ça même. Non seulement j'ai les menaces de mort et les insultes cumulées tous les jours qui ne s'arrêtent pas, mais d'autant plus c'est qu'il y a vraiment une structuration en fait je ne sais pas comment dire, d'organismes qui profitent de cette violence, de cet isolement et de ce manque à agir aussi des institutions pour leur propre intérêt. Donc on va retrouver des tradipraticiens qui vendent des faux traitements et qui arrivent à encourager les gens à arrêter de prendre leurs traitements et à payer des traitements 800, 900 balles qui ne marcheront pas et qui signeront leur arrêt de mort. Et qui sont à base de quoi? De prière? Non, alors ça c'est à base de citron et d'écorce. D'accord. Mais je le vois tous les jours et tous les jours je galère à bloquer les comptes, à rattraper les gens, à leur dire non, n'arrêtez pas votre traitement, n'arrêtez pas, etc. Tu as Kanguka qui est une application chrétienne qui prétend notamment guérir du VIH/SIDA par la prière. Et puis tu as toutes ces dérives sectaires avec parfois des pseudo-naturopathes, des pseudo-médecines alternatives. Et tout ça, ça se co-construit avec une base de complotisme où il faut se méfier de Big Pharma, il faut se méfier des Occidentaux, où il faut se méfier de... Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'a jamais parlé de tout ça. Donc il faut vraiment réaborder les choses complètement différemment en disant mais c'est un enjeu social énorme. Il faut comprendre comment ça structure une épidémie, comment structure les discriminations qui vont avoir un lien direct avec la population générale. Par exemple, tu prends tous les pays du monde où on respecte plus ou moins les droits LGBT, tu as quasiment plus de mortalité du sida, voire beaucoup moins. Tous les endroits où on ne respecte pas les droits LGBT, la Russie par exemple. La Russie par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est tellement hypersexualisé que l'avantage, alors que ça ne devrait pas l'être, c'est que ça nous autorise à pouvoir parler de la sexualité et du coup à faire de la prévention et de l'information. Donc ça se compense. Mais les premiers qui meurent dans ces pays, ce n'est pas les LGBT, c'est les hétéros. Donc comprendre une discrimination, c'est comprendre une structuration autour d'une question de la santé, mais absolument pour tous, et pas que pour le VIH, pour les épidémies à venir. Et parce qu'en plus le VIH, pour les personnes qui l'ont, c'est pas spécialement le virus qui est le plus grave, c'est plus le regard des autres. Pas le virus, on vit très bien avec le VIH, j'ai une espérance de vie qui est normale, on ne transmet pas le virus, on peut faire des gosses, enfin il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison qu'on soit à 700 000 morts du sida par an, et il n'y a aucune raison qu'on soit invisible, et surtout il faut dire à toutes ces institutions, la solution c'est les gens qui sont concernés, ça fait 40 ans qu'on répète, 20 ans qu'on répète la parole aux concernés, et sur le VIH on ne le fait pas. Ouais. Et on s'étonne de dire on ne comprend rien, bah oui, laissez-nous la parole. Eh ben, c'est ce qu'on a fait en tout cas aujourd'hui, c'est ce qu'on va continuer à faire juste après la pub. Je le disais dans un Qui veut gagner des millions réinventé. De retour dans le live, toujours avec Nico. Qui veut gagner donc des neurones, c'est les mêmes règles que Qui veut gagner des millions, on n'a juste pas les jokers et puis il n'y a rien à gagner. Voilà, comme ça au moins tout est clair. On va commencer parce qu'il y a beaucoup de sujets, on en parlait tout à l'heure, qui tournent autour du VIH, du sida et malheureusement les chiffres ne sont pas très très bons, on va le voir avec déjà la première question si tu le veux bien. Allez, c'est parti. Quel est, selon toi, le pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui pensent que le sida se transmet en s'asseyant sur les toilettes publiques? Réponse A, 5%, réponse B, 15%, réponse C, 25% ou réponse D, 45%. Tu vois, de mémoire, j'aurais dit 35. Ouais. Donc je dirais 25. C'est votre dernier mot? Je ouais. me fais le plaisir de...
C'est la bonne réponse, bravo. Ok, Excellent. Qu'est-ce que ça t'évoque? moi, tu sais, c'est plutôt l'angle des sondages sur lequel j'ai un petit problème parce que j'aimerais bien qu'on voit dans la population générale. Ouais. Déjà, ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui annoncent ce sondage se moquent un peu, ils se disent ah, les jeunes font n'importe quoi. Bon, il y a souvent un problème dans l'angle parce que c'est pas le sida mais le VIH qu'on contracte. Ouais. Donc même dans la formulation, il y a un problème et même ceux qui ont tendance à dire que ah mon Dieu, ces jeunes savent rien, eux-mêmes savent rien. Ouais. Donc j'aime pas l'angle. C'est pas les jeunes en particulier qui n'y connaissent rien, c'est tout le monde. Je suis beaucoup plus choqué du comportement, de la position des gens de plus de 50 ans qui, soi-disant, ont connu le sida, donc devraient être plus à jour. Et pour autant, comme je te disais tout à l'heure, le plus haut taux d'augmentation de transmission du VIH, il est chez les plus de 50 ans. Et ça, on a moins tendance à le dire. On continue avec les questions. Allez. Malheureusement, c'est encore une question sur les jeunes. À combien s'élève le taux de Français de plus de 18 ans qui pensent que le sida est une maladie qui ne touche que les personnes homosexuelles? A, 15%, B, 21%, C, 29% ou D, 35%? Je dirais 29. La réponse C. Ouais. Bon, heureusement, c'est un peu moins, c'est 15%. 15, ah, c'est bon. C'est 15%, donc c'est-à-dire que ça évolue, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bah, d'autant plus que c'est pas la société, c'est même le regard médical qui a posé problème parce que en 80, quand l'épidémie a démarré, qu'on ne savait même pas que c'était un virus, on n'appelait pas ça sida, on appelait ça le GRID, pour Gay-Related Immunodeficiency. Donc c'était déjà dans l'approche des médecins. Et par la suite, on a aussi les journalistes, les médias, on parlait de la lèpre rose, on parlait du cancer gay. Donc c'est toute une culture homophobe qui s'est un peu baignée dans le début en fait, de cette histoire du VIH-Sida. Et on voit que ça perdure, mais c'est quand même moins que ce qu'on pouvait penser. Troisième question déjà. Quel est le pourcentage de personnes qui pensent que le virus ne circule véritablement que sur le continent africain? Là aussi, on repart dans le passé parce que c'était déjà des choses qui pouvaient être dites à l'époque. Réponse A, 7%, réponse B, 12%, réponse C, 20% et réponse D, 30%. Aucune idée. Puis en plus, je suis mauvais élève parce que j'ai pas regardé ces chiffres, j'aurais pu. Non, mais heureusement que ça n'a pas été révisé. Allez, on va dire 15 quand même. 15%. C'est au pif. Hein. Là, c'était 20%, c'était la réponse C. Là, pour le coup, on en a un peu plus que tout à l'heure, donc c'est des chiffres qui sont... Mais ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, on va te dire « Ah, c'est ridicule, les gens ils se font ces a priori », et de l'autre côté, on va te dire « Oui, mais 70% des personnes qui meurent du sida dans le monde sont des personnes qui meurent en Afrique. » On va te dire « Les personnes les plus touchées, ce sont les homosexuels. » Donc on a toujours ce truc d'injonction contradictoire avec le VIH qui rend les gens fous et qui donne l'impression que quoi qu'on dise, on va passer pour un crétin, on va dire une bêtise. Et ça, c'est moi ça qui me dérange. C'est cette approche culturelle du VIH où ce qu'il faut absolument dire, c'est que c'est de la faute des gens. Pour moi, c'est pas de la faute des gens, ni de la société, ni du regard de la société. C'est déjà un problème culturel. Tant que le VIH n'est pas un objet culturel, qu'il n'est pas dans les films, dans les séries, et que c'est juste un outil de prévention pour expliquer aux gens ce qu'ils devraient penser, c'est normal qu'en fait, on pense et on dit un peu n'importe quoi. Quatrième question. Sur les 30% des jeunes de 15 à 24 ans, combien seraient mal à l'aise à l'idée de partir en vacances avec une personnalité séropositive? Je dirais beaucoup. Moi, j'irais vers... Ah oui, il y a des chiffres là encore. Il y a des chiffres encore, mais déjà, si tu as un élément de réflexion avant. Je dirais vers les 40%, mais je pense en plus qu'on est très en bas de la réalité. Je pense qu'en réalité, on est plus proche des 80-90 parce qu'on s'y confronte pas. Mais Réponse A, 5%. Non. Réponse B, 15%. Non. Réponse C, 25%. Et réponse D, 35%. Dernière. La dernière? Ouais. 35%. Ah non, c'était 25%. Ah bon? 25%. Et tu vois, ils sont très bien ces jeunes. Bah voilà, c'est pas si grave. Oui, c'est pas sur la population globale, c'est vraiment sur les 15 à 24 ans. Donc il y a quand même des chiffres qui sont pas si mauvais, même si parfois... Mais je me méfie des chiffres parce que tu as tellement des biais que selon comment tu poses la question, à qui, à quel endroit. Enfin, j'ai un peu du mal avec ces sondages. J'ai un peu... Cinquième question du coup. Chez les 15-24 ans, à combien s'élève le pourcentage de ceux qui pensent que le VIH peut se transmettre en serrant la main d'une personne séropositive? 15-25 15-24. 15-24. A, 10%, B, 16%, C, 28%, D, 41%. Je dirais 16 pour être dramatique. C'est la bonne réponse. C'était 16%. Et ça fait quand même beaucoup. 16%, je crois que c'est aussi le chiffre de jeunes qui pensent que la Terre est plate. Donc oui, on est à peu près sur la même chose. Mais le complotisme, c'est un sujet notamment qu'on n'a jamais abordé au niveau du VIH, ni vraiment les médias, ni vraiment les associations. Et pourtant, il fait partie... C'est l'un des points principaux. Ouais. Si, on en parle quand on dit que le VIH a été inventé par un laboratoire américain. Oui, mais ça aussi, c'est-à-dire que
c'est comme ce qui s'est passé avec le Covid. En fait, Ouais. la grosse bête noire, c'est Big Pharma. Mhm. Et tant qu'en fait que tout le monde a les spots sur les méchants Big Pharma, on regarde pas tout le reste. Ouais. Et sauf que c'est pas avec Big Pharma, soi-disant qu'en tant que citoyen, on peut agir. Et c'est fait. pas comme si la Terre se battait pour qu'il y ait des laboratoires de recherche publics. Enfin, Mhm. j'ai pas l'impression qu'on se bat vraiment pour ça. Ouais. Donc en même temps, taper sur Big Pharma, je trouve que bon, autant se battre pour des laboratoires publics dans ce cas-là. Justement, on continue sur les idées un peu farfelues. Quelle est la meilleure façon de se protéger lors d'un rapport sexuel? A. Mettre un préservatif. B. Mettre 2 préservatifs. C. Ouais, 3. S'éloigner de son ou de sa partenaire. Ou D. La réponse D. J'ai envie de dire la réponse D. C'est La tentant. réponse D. Alors, moi je préfère parler de consentement dans Ouais. la sexualité plutôt que de moyens de protection parce qu'on dit tout le temps aux gens protégez-vous. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution pour gérer l'IVG et de dire aux femmes la solution de l'IVG, protégez-vous. Ouais. Je suis pas sûr. Et je pense qu'au niveau des IST, c'est un peu toujours la même chose. La solution c'est mets une capote. Ouais, encore une fois, les personnes les plus exposées, ce sont celles qui sont pénétrées. C'est pas, on n'est pas, moi je suis une personne qui est pénétrée, on n'est pas les mieux lotis en termes de consentement. Donc oui, je te dirais mettre un préservatif. Maintenant, tu as aussi des IST comme papillomavirus qui peut passer outre le HPV, donc tu vois, la capote. Donc je dirais que pour moi, le plus important, c'est le consentement, l'information. Mais dire aux gens, c'est pareil, dépistez-vous. Ouais, c'est chaud, hein, je veux dire, d'aller dans un laboratoire quand tu as 17 ans, il faut avoir des couilles, quoi. Et même aller dans un Cégide, c'est compliqué. Et moi, je sais que ce qui marche très bien avec tout le monde sur les réseaux, parce que c'est déjà d'autoriser de dire que j'ai une angoisse à aller me faire dépister, et c'est OK. Et en fait, je trouve ça cohérent en fait, d'avoir peur, surtout quand tu as l'impression que tu vas crever en fait. Et ce qui est cool, c'est plutôt dans un premier temps de dire ok, il existe des centres spécialisés en santé sexuelle qui sont gratuits, qui sont anonymes. Et t'es pas obligé d'y aller pour faire un bilan de suite. Déjà, y aller, prendre un café, rencontrer l'équipe, voir s'ils sont cool, voir s'ils ont tête de con ou pas. Parce que s'ils ont tête de con, autant essayer un autre Cégide, tu vois. Et une fois que tu es à l'aise et que tu te sens ok, voilà quoi. Donc je te dirais que dans un premier temps, c'est être à l'aise, c'est le consentement, c'est respecter ses partenaires. Et oui, bien évidemment, la capote, mais tu as aussi la PrEP qui existe. Donc le préservatif, c'était évidemment la bonne réponse. Mais la réponse B, c'était mettre 2 préservatifs. Ah non, il faut pas. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans la tête des gens. Je ne sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que c'est plus de 15% de gens qui pensent que mettre 2 préservatifs, c'est mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, c'est même plus dangereux. J'ai même eu des soignants qui ont mis 2 paires de gants pour me toucher. 2 paires de gants. Ouais. Non, c'est hyper dangereux parce qu'en plus, ça rajoute des frottements et ça peut en plus. Ça peut craquer. Enfin, bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Ouais. Et y a pas de questions. à Qui veut gagner des neurones et à l'émission. Avant de se quitter, peut-être un mot. Quel est ton combat premier principal? Je pense que ce qu'on a vécu avec le Covid, ça a été un échec sur tous les plans, sur beaucoup de plans. On a complètement mis de côté les malades, on a parlé au nom des malades et on s'est uniquement concentré sur les pro-vax et les anti-vax, c'est-à-dire que le sujet principal c'était comment faire taper la gueule de son voisin, et c'est-à-dire qu'on voit à quel point on est capable d'instrumentaliser des malades pour faire croire que les gens qui ont peur sont légitimes et sont à la bonne place. C'est ce qu'on a fait avec le VIH, puisque ça fait 40 ans qu'on dit tout le monde est concerné. Non. Les gens concernés par les VIH, c'est les gens qui ont le VIH. Non. On n'est pas concerné par le handicap physique parce que je viens d'acheter une bagnole. Par contre, on est concerné par l'information, par la bienveillance, par l'écoute et par déconstruire nos propres biais discriminants qui sont vraiment la cause, aujourd'hui, la seule cause de mortalité du sida dans le monde aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que ça passe par la culture. Il ne faut pas que ça passe par les assos, pas par la prévention. Il faut que ça passe par la culture, par les films, par les séries. Et aussi en parler sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu fais avec ton Oui, compte mais ça, je le Super fais déjà, Zéro. Et merci pour ça et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité.